Bonjour. Je remercie la Société tunisienne de cardiologie de m'associer au groupe de travail pour l'hypertension artérielle pour vous présenter les nouveaux indices pour personnaliser la prise en charge de l'hypertendu. Juste une petite anecdote, Sirchid, je vous annonce que ça fait 25 ans qu'on fait ça. Donc ça fait 25 ans que je présente sur l'hypertension artérielle sous l'œil vigilant de Sirchid Boujner. C'est une petite remarque pour les résidents qui sont dans la salle. Hein. Donc ça fait 25 ans que je fais ça. Donc les nouveaux indices pour personnaliser la prise en charge de l'hypertension artérielle, de l'hypertendu. Je pensais que vraiment essayer de parler de ce qui s'est passé, des nouvelles recommandations de l'ESC 2024. Ensuite, je me suis dit, quel est le meilleur moyen que de passer par un cas clinique vraiment pratique où on voit toute la difficulté de tous les jours. Finalement, comme Dr Hachet nous l'a dit, nous avons beaucoup de recommandations, nous avons beaucoup d'études, mais qu'est-ce que c'est difficile et est-ce que les recommandations finalement nous aident à prendre ces décisions? Donc j'ai eu, comme par hasard cette semaine, la semaine dernière, une patiente qui a illustré un peu ce souci, donc âgée de 45 ans, toxémie gravidique pendant la grossesse, pas d'antécédents familiaux de coronaropathie, mère, père hypertendu, active, elle joue au paddle, elle habite à la Marsa, 3 fois par semaine, ne fume pas, mange healthy, pas d'alcool, pas de tabac, donc vraiment la personne qui se prend en charge correctement. L'examen au cabinet, des chiffres de pression artérielle qui sont élevés, un électrocardiogramme normal. Et quand elle me dit qu'elle mange healthy et qu'elle fait du sport, je la crois puisque son HDL cholestérol, vous le voyez, vous ne trouvez pas ça tous les jours, à 0,68 d'HDL cholestérol. Donc, cette patiente, bien sûr, on va faire la MAPA pour voir est-ce qu'elle est hypertendue, oui ou non. Donc, on a des chiffres et on essaie de voir par rapport aux recommandations. 132 mm de mercure sur 73 sur les 24 heures, 138 le jour, 74, on va oublier un tout petit peu la diastolique puisque là c'est la systolique qui est élevée, et la nuit 110 sur 69. Donc il considère que cette patiente est hypertendue. Je mets à l'ILTELI. D'accord, donc elle est hypertendue, diagnostic posé. Qu'est-ce qu'il y a de spécial sur le Holter des 24 heures? Ce qu'on peut remarquer, c'est que les chiffres justement sont les systoliques qui sont élevés, que le dipping est bien conservé et qu'au petit matin, la pression artérielle s'élève pas mal. Ceci dit, elle n'atteint pas la définition du surge matinal, qui, selon les auteurs, Cario dirait 55 mm de mercure, d'autres un peu plus récents diraient 40 mm de mercure. Elle n'atteint ni 40, même pas 40 mm de mercure d'élévation des chiffres de pression artérielle matinaux. Et on sait à quel point ces chiffres matinaux sont dangereux pour les accidents vasculaires cérébraux, ce qui est quand même très triste pour cette jeune femme en très bonne santé de 45 ans. On fait son score pour savoir est-ce qu'on va la mettre sous monothérapie ou bithérapie ou qu'est-ce qu'on va faire, etc. Et on trouve un score qui est très bas. Donc cette petite élévation des chiffres de pression artérielle, finalement, n'est pas suffisante pour élever réellement le risque cardiovasculaire chez cette patiente. Donc plutôt que gérer le risque cardiovasculaire sur 10 ans, ben, c'est le genre de patient chez qui on va voir le risque cardiovasculaire sur 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et les scores actuellement, même s'il y a ceux qui essaient de nous donner une appréciation, ce n'est pas suffisant. Donc qu'est-ce que vous recommandez pour cette patiente? Règle hygiéno-diététique, monothérapie, bithérapie faible dose ou bithérapie pleine dose? Qui est pour les règles hygiéno-diététiques? Dans la salle, levez la main. Avant de traiter, avant de commencer les médicaments. Donc, règles hygiéno-diététiques, elle les fait déjà. Qu'est-ce qu'on va lui ajouter? Ça ne sert à rien. Qui donne une monothérapie? Yoga. Monothérapie, Dr Hachet, qui d'autre? Monothérapie, Dr Abid. Bêta-bloqueur, je ne serais pas très pour. Les fréquences cardiaques ne sont pas si élevées que ça. Ah, comme la courbe en bas, 60, 50, pas si élevées que ça. Donc moi, je ne serais pas très pour les bêta-bloqueurs chez elle. On les a donnés. Donc, qui est pour une bithérapie très faible dose? Ceux qui appliquent les recommandations européennes à 100%. Qui a une bithérapie dose complète? Personne.
Donc justement, les recommandations de la Société européenne de cardiologie, une patiente qui a faible risque, qui est hypertendue, et c'est ça, elle est hypertendue, cette dame. Donc, normalement, c'est bithérapie à faible dose. Vous connaissez beaucoup de bithérapie faible dose en Tunisie? Ben. Et quand on voit chez cette patiente, finalement, moi personnellement, j'ai préféré mettre la monothérapie parce que justement, à part le fait qu'on a pensé aux règles hygiéno-diététiques, au fait qu'on a pensé au DIPI qui est important avec le surge matinal qui est important, au fait que ceci se passe en plein mois de janvier, mois de février, qui est la période de l'année où les chiffres tensionnels sont les plus élevés chez nos patients. Donc ce sont toutes des données que l'on prend, que l'on capte, nous, dans notre cerveau, mais qu'on ne peut pas mettre sur les algorithmes, qu'on ne peut pas appliquer chez nos patients, pour finalement, moi, je pensais que je préfère commencer par une monothérapie plutôt par une bithérapie. Et là, la question, quelle monothérapie vous choisiriez? Amlodipine, indapamide, nébivolol, Dr Hached a dit nébivolol, enalapril 20, périndopril 5, losartan 50 ou telmisartan 40. Là, la diastolique, elle est assez faible, elle est assez normale, donc 132 sur la systolique, 73, 138 sur la pendant le jour. Ah, allez, consultation, 160, 2, 99, 155, 94. Et donc là, je vous rappelle ce petit surge matinal. Vous avez vraiment besoin d'une molécule qui continue à faire de l'effet au petit matin. Une molécule qui... l'amlodipine, oui, elle est excellente, sauf que 45 ans quand même, on va quand même donner un bloqueur du système rénine-angiotensin-aldostérone, on ne va pas donner ni diurétique, ni la seule monothérapie qui aurait pu être discutée, c'était vraiment les bêta-bloquants si jamais il y avait un overdraft sympathique avec une élévation importante. S'il y avait une corrélation très importante entre les chiffres de pression artérielle et la fréquence cardiaque, c'est vrai que j'aurais préféré les bêta-bloquants, mais là, il n'y a pas de corrélation réellement. Donc, un bloqueur du système rénine-angiotensin-aldostérone, c'est ce qui est préféré. Et là, je préférais de très très loin un qui a une très longue demi-vie, une efficacité au petit matin à 6 heures du matin qui reste là. Et quelles sont les deux molécules qui répondent à là dans la série que j'ai mis? Le périndopril et l'olmesartan, le telmisartan, l'amlodipine, mais ce n'est pas ce qu'il y a de mieux chez elle. Et aussi la lercanidipine qu'on a vu tout à l'heure, elle fait partie de ceux qui ont une longue demi-vie. Et donc, j'ai bien entendu votre topo, Sir Khaldoun. Et donc, ce sont les molécules qu'on devrait préférer chez elles. Donc finalement, qu'est-ce que la médecine personnalisée? La médecine personnalisée, essayez de trouver dans la littérature des choses qui parlent de médecine personnalisée, ben vous allez beaucoup plus dans la philosophie que dans le rapport vrai. Pourquoi? Parce que ce qu'on sait, c'est qu'avec tout ce qu'on fait comme effort, nous actuellement, on n'arrive même pas à équilibrer 50% de nos patients. Et finalement, est-ce que personnaliser le traitement de nos patients est ce qui est de mieux pour obtenir l'efficacité sur le plan épidémiologique, masse traitement, ou bien est-ce que simplifier le traitement, comme ça a été vu dans certains pays en voie de développement où une trithérapie à très faible dose initiée d'emblée permettait d'avoir l'équilibre tensionnel chez 40 à 50% des patients dès les 6 premiers mois avec un comprimé en trithérapie. Voir le profil tensionnel, le profil cardiovasculaire, le profil moléculaire des patients, c'est ce qu'on veut faire lorsqu'on essaie d'approcher une médecine riche, une médecine plus personnalisée, une médecine de l'aile, pour essayer de faire ce qu'il y a au mieux. Et finalement, dans tout ça, il n'y a rien de nouveau. Les dosages hormonaux, c'est depuis les années 70 qu'on essaie de faire, et finalement, que les rénines soient hautes ou élevées, que l'aldostérone soit haute ou élevée, les efficacités pour les bloqueurs du système rénine-angiotensin-aldostérone restent les mêmes, ils sont efficaces. Les barrières pour le traitement antihypertenseur restent les règles hygiéno-diététiques, le stress, l'activité physique, la répartition des molécules au cours de la journée, comme on l'a vu avec la chronothérapie, le fait de donner systématiquement ou non le comprimé le soir,
Et surtout, le plus important, c'est l'adhérence thérapeutique. Ça reste vraiment le frein numéro 1 pour équilibrer nos patients. Maintenant, en Chine, à part l'électronique, sachez qu'il y a des études qui sont en cours pour essayer de traiter un patient en fonction de ses gènes. Donc c'est une étude chinoise qui a été faite. Bon, on commençait à le faire chez eux, 10 000 patients, mais bon, il y a seulement 600 qui ont eu une étude génétique, avec 7 loci qui ont été étudiés, pour finalement voir que parmi les 7 loci, quand on adapte exactement le traitement en fonction de l'approche génétique du patient, on arrive à diminuer de manière plus importante les chiffres de pression artérielle et d'atteindre un taux d'équilibre, de contrôle des chiffres de pression artérielle plus important chez les patients chez qui la génétique a été utilisée. Et comme disait Hedi Bakar tout à l'heure, nous avons besoin d'une quantité de données pour bien traiter un patient. Donc cette quantité de données que l'on va mouliner dans notre tête en fonction de nos données, en fonction de l'avancée actuelle des recommandations, nous permet de mieux traiter le patient. Mais sauf qu'actuellement, nous sommes en train de recevoir de plus en plus de données pour équilibrer nos patients. Et cette augmentation très importante des chiffres de data, justement, fait toute la différence entre l'approche personnalisée et l'approche du traitement de l'hypertension artérielle par des administratifs, au moins, qui utilisent l'intelligence artificielle. Et c'est un tout petit peu vers ça qu'on est en train d'aller, mouliner toutes les données que l'on a. Et quand on prend les recommandations de 2024 de la Société européenne de cardiologie, elle commence à donner des petites réponses, mais finalement, comme tous ceux qui les ont vus, il n'y a pas grand-chose de nouveau dans ces recommandations. Oui, il y a le facteur de risque cardiovasculaire habituel. Oui, ça nous permet de calculer le score et on l'a calculé chez cette patiente. Oui, ça a mis et ça met un peu plus en avant les facteurs de risque modificateurs du risque cardiovasculaire, comme chez cette patiente qui a des antécédents de toxémie gravidique. Donc c'est une patiente, on le sait, on ne le quantifie pas, mais on le sait, elle est à plus haut risque qu'une autre de faire une complication cardiovasculaire à distance. À distance, combien de temps? On ne sait pas. À 10 ans, à 20 ans, en 30 ans, on ne sait pas. Donc, tout ceci, nous avons beaucoup de données, nous ne savons pas vraiment quoi en faire, et ce que beaucoup de gens veulent faire, c'est nous faciliter la vie et donner le travail aux ce qu'on appelle health workers. Donc, tout ce qui est assistante médicale. Au Canada, ce sont des pompiers qui ont fait le travail de prendre en charge certains patients pour essayer de leur donner, ce n'est pas compliqué. Il prend la pression artérielle, les chiffres de pression artérielle sont communiqués à un ordinateur, les données démographiques, mais qu'est-ce qu'on fait dans notre consultation, nous? On prend des données démographiques, on prend les chiffres de pression artérielle, on prend des données de biologie, on peut tout introduire dans un ordinateur et il nous donne qu'est-ce qu'il faut faire pour ce patient, comment orienter ce patient, est-ce qu'il faut qu'il soit mis sous traitement. Le pharmacien peut ensuite faire le boulot de donner la molécule. Et on arrive, ça a été efficace, c'est une publication de 2021, réduction du risque de Framingham de manière significative lorsqu'il n'y a pas eu d'intervention de médecin. Tout ceci grâce à l'utilisation de tous ces ordinateurs et qui vont continuer à améliorer la prise en charge de nos patients. Et on a vraiment intérêt à maîtriser ces outils pour pouvoir, disons, ne pas rester sur la touche de la prise en charge de nos médecins. Donc, en conclusion, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des programmes de santé publique pour améliorer l'équilibre tensionnel à l'échelle populationnelle de l'hypertension artérielle. Ces programmes ne sont pas personnalisés, ne peuvent pas être personnalisés. La personnalisation vient des algorithmes, des sociétés savantes, de l'application des guidelines et qui sont régulièrement mises à jour, ou dès que, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais dès qu'un concept rentre bien dans les habitudes, les recommandations sont là pour vous imposer et vous mettre, pour vous montrer un autre concept à prendre en compte. C'est comme l'apprentissage d'un enfant. Une compétence est acquise, on passe à la compétence d'après. Les recommandations, c'est ce qu'ils font avec nous médecins. Les études génomiques, les études sont en cours pour améliorer la réponse aux thérapeutiques. Et tout ceci dans les algorithmes, les ordinateurs ne peuvent que nous battre, mais heureusement que nous ne sommes pas des ordinateurs. Et je vous remercie.